Arnaud Fossier est historien médiéviste. Il enseigne à l'Université de Bourgogne. Il est l'auteur de Le Bureau des âmes en 2018 et de plusieurs articles sur l'Église et la religion au Moyen-Âge. Le mercredi 24 septembre 2025, Arnaud Fossier était l'invité de la librairie Ombre Blanche pour une rencontre autour de son dernier ouvrage, Les Cathars, ennemis de l'intérieur, paru à la Fabrique Édition. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Je dis juste quelques mots d'introduction. Je vous remercie très chaleureusement d'être là, présentes et présents ce soir, aussi nombreuses et nombreux. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Arnaud Fossier, qui a publié en ce mois de septembre aux éditions de la Fabrique ce livre « Les Cathars, ennemis de l'intérieur ». Et Arnaud Fossier donc, est historien médiéviste. Il enseigne à l'Université de Bourgogne et ses recherches, là c'est mieux, porte sur l'Église et la religion au Moyen-Âge. Et la discussion sera animée, modérée par Benjamin Weber, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté cette modération. Et Benjamin Weber, vous êtes également historien médiéviste. Vos recherches portent sur les croisades et vous travaillez dans le laboratoire ici à Toulouse du Framespa. Voilà, je laisse la parole à nos deux invités et je vous remercie encore et je les remercie chaleureusement d'être là. Donc bonjour à tous en effet, et merci d'être venus aussi nombreux pour discuter autour de ce livre, enfin entendre discuter d'abord, et puis après on vous donnera la parole bien sûr comme il est de coutume dans ces rencontres à l'Ombre Blanche. Et puis on peut remercier l'Ombre Blanche bien sûr d'avoir organisé cette rencontre. Et je propose qu'on commence sans plus tarder. Je sais que j'ai vu que certains d'entre vous étaient arrivés très en avance pour être sûr d'avoir une place, donc on ne va pas vous faire languir plus longtemps. Oui, c'est mieux comme ça? Vous m'entendez bien au fond? Pas de souci? Ok, super. Donc on va commencer sans plus tarder par discuter de ce livre. On pourra revenir éventuellement un peu après sur les recherches d'Arnaud antérieures et comment ça s'articule avec ça. Mais je pense que l'objet est quand même surtout de se concentrer ce soir sur donc ce petit ouvrage, il faut bien le dire, hein, les Cathars ennemis de l'intérieur. Et justement, je pense qu'on peut commencer par cette première question. Finalement, qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce que c'est que ce titre, Les Cathars ennemis de l'intérieur? Et qu'est-ce que c'est que peut-être le projet qu'il y avait d'écrire un livre qui est une synthèse de très nombreuses recherches précédentes. D'accord, merci beaucoup Benjamin. Bonsoir tout le monde. Merci d'être si nombreux à cette présentation. Alors, je vais commencer par donc ta première. On se tutoie puisqu'on se connaît. Ta première question sur le projet de ce livre, l'ambition de ce livre et le format aussi. Effectivement, tu as raison. C'est un petit livre et c'est voulu. Hein, c'est un livre de 200 pages qui se veut synthétique, donc par définition qui n'entre pas toujours dans une somme de détails et de développement très fournis, puisque l'ambition était de fournir une synthèse qui, à ma connaissance en tout cas, n'existait pas en langue française, disons, avec cette ampleur chronologique-là. Puisque je pense que je ne vous apprends rien dans le public, des livres sur les Cathars, il y en a eu beaucoup, de très nombreux, c'est l'un des sujets les plus connus, ou en tout cas les plus exploités et les plus étudiés pour le Moyen-Âge. En revanche, et puis il y a évidemment de très très grands noms de l'historiographie dont on reparlera peut-être un petit peu, qui s'y sont attelés. En revanche, sur cet arc chronologique qui est le mien, ou qui est celui de ce livre, donc des années 1120-1130, donc avant même l'apparition ou l'émergence des tout premiers Cathars, en tout cas avant même les premières attestations que l'on ait d'eux, vous verrez pourquoi je commence aussitôt en quelque sorte, aussi en amont, et je vais donc, pour reparler de l'arc chronologique, je vais jusqu'aux années 1320, qui sont les années de l'extinction de la dissidence dite cathare. Donc ce sont 2 siècles d'histoire et 2 siècles en 200 pages. Voilà, une fois de plus, c'était un peu une gageure, un peu un défi. Et ce défi, il m'a été en quelque sorte lancé par mon éditrice qui a eu cette idée. Et donc ça va me permettre de dire aussi 2 mots du titre que j'ai choisi, qui a été retenu. L'idée de l'éditrice de la Fabrique, c'était non seulement
que je puisse produire une synthèse. Ah oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais il y a l'amplitude de l'arc chronologique qui caractérise mon livre, mais aussi la volonté de mettre en comparaison des régions, différentes régions de la chrétienté qui n'avaient pas forcément été confrontées jusqu'ici, pour montrer qu'en fait, la dissidence cathare, eh bien, elle n'a pas comme seul et unique lieu d'ancrage, peut-être que vous le savez là aussi, hein, l'Occitanie, le Languedoc. En réalité, des cathares, les premières attestations d'ailleurs qu'on ait de cathares, c'est à Cologne, donc assez loin évidemment du Languedoc. Et puis on en trouve aussi en Italie, on en trouve aussi en Champagne, on en trouve aussi en Flandre. Donc vous voyez, mon idée c'était de remettre en perspective la singularité et la spécificité de la dissidence cathare languedocienne dans un cadre européen. On n'appelle pas ça l'Europe à l'époque, on appelle ça la chrétienté latine, et donc c'était de remettre en perspective géographiquement cette dissidence. Et j'en viens donc au titre et à l'ambition aussi de l'éditrice qui est devenue mienne, que j'ai complètement épousée. Enfin, l'ambition, pas l'éditrice. Et donc, je reviens à cette ambition qui était aussi d'essayer de montrer quel est l'enjeu quand on fait l'histoire de cette dissidence et de sa répression. Et donc, c'était pas simplement produire une synthèse, c'était aussi produire un livre qui est une thèse, qui dans ce sens-là soit aussi un essai entendu pas au sens superficiel du terme, mais disons un essai au sens de proposer une réflexion à discuter bien sûr, hein, mais une réflexion sur la nature même de cette dissidence et sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'histoire des cathares. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en 2025, une fois de plus pas un livre qui a été écrit il y a 40 ans, et donc évidemment mon ambition c'était aussi de rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé ces 50 dernières années, ou même un peu plus, je remonte dès le début du livre, vous verrez si vous le feuilletez, mais je remonte au milieu du 19e siècle, parce que finalement c'est dès le milieu du 19e siècle que les cathares, le catharisme commence à susciter un intérêt très fort, quitte d'ailleurs à ce que, vous le savez peut-être aussi, cette histoire fasse l'objet ensuite de multiples récupérations, projections, fantasmes. Évidemment, il y a tout un imaginaire collectif très complexe, très, comment dire... oui, très divers et très complexe dont il fallait rendre compte aussi. Donc voilà, l'idée c'était de produire une synthèse, mais de produire aussi une réflexion où il y a une thèse. Et la thèse, en fait, tient tout entière dans le titre que j'ai choisi, Les cathares ennemis de l'intérieur. L'idée est de montrer la manière dont les cathares ont été construits, définis comme étant l'ennemi par excellence de l'Église d'abord, ça c'est au XIIe siècle, et puis très rapidement des États monarchiques, des États princiers, en particulier évidemment de l'État royal français, qui a fait des cathares à travers... On y reviendra, je pense, hein, à la fois au cours de la croisade albigeoise, mais aussi en collaborant de très près avec l'Inquisition. L'État royal a fait des cathares son ennemi également. Et tout l'intérêt du livre est de montrer pourquoi, en fait, d'essayer de voir pourquoi les cathares sont devenus ses ennemis de l'intérieur. Après, on peut, si tu, enfin, bon, j'ai une tendance à être bavard, donc il faut vraiment me couper parce que sinon je peux me lancer comme ça, peut-être dire aussi ennemi de l'intérieur. Enfin, je pense que ça peut évidemment interpeller comme titre, puisque ça n'est pas une notion médiévale à proprement parler. La notion d'ennemi l'est, mais ennemi de l'intérieur, c'est une notion qui apparaît plus tardivement, au XXe siècle, et qui a désigné toute une série de figures à la fois d'opprimés, mais aussi de gens qui ont été persécutés. Et on parle d'ennemis de l'intérieur généralement en l'articulant à un ennemi de l'extérieur. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Je peux vous donner un exemple historique relativement récent. Alors bon, par exemple, enfin un exemple du 19e siècle et encore du 20e siècle, évidemment, c'est celui de la figure du juif, qui est l'ennemi de l'intérieur par excellence.
excellence, notamment dans l'Allemagne nazie. Mais un exemple encore plus récent d'une certaine manière, c'est celui de la chasse aux sorcières, bien nommé, qui a été le McCarthyisme, donc dans les États-Unis d'après-guerre, dans l'Amérique d'après-guerre. Et le McCarthyisme ciblait des intellectuels en particulier qui étaient accusés d'être communistes et qui étaient accusés d'être à la solde évidemment de l'ennemi par excellence qui était l'Union soviétique. Donc vous voyez, alors vous allez me dire aucun lien avec les Cathares. Évidemment, il n'y a pas de filiation directe entre les communistes d'après-guerre et les Cathares des 12e, 13e siècles. Mais la logique, si vous voulez, de définition, de qualification de l'ennemi et surtout de persécution et de répression de l'ennemi se retrouve à travers le temps. C'est une logique, si vous voulez, qui a perduré dans le temps. Des ennemis de l'intérieur, il y en a eu plein, entre les Cathares et les communistes persécutés par McCarthy. Les protestants ont été évidemment des ennemis de l'intérieur par excellence au XVIe, XVIIe siècle. Les sorcières ont été des ennemis de l'intérieur. Et comble du comble, pendant la Révolution française, ce qui est très intéressant, c'est que les révolutionnaires font des contre-révolutionnaires des ennemis de l'intérieur, et à l'inverse, les contre-révolutionnaires, après la Révolution, vont faire des révolutionnaires des ennemis de l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une construction, c'est une qualification, c'est une manière de cibler son ennemi que l'on retrouve non seulement à travers le temps, mais en plus utilisé, si vous voulez, par des camps qui sont antagonistes. Voilà. Merci pour cette réponse qui, en effet, est foisonnante, on va le dire comme ça, qui m'a sollicité plein d'idées, de questions. Alors je vais essayer d'être, moi, un peu plus direct et d'en poser qu'une ou deux pour pas justement qu'on arrive à avancer sur le contenu même du livre. Et quand même, on va rester sur la couverture toujours et sur ce titre Ennemi de l'intérieur qui, tu as plusieurs fois dit, finalement, les Cathares, c'est aussi des gens qui sont... C'est une idée qui est construite par l'État, construite par l'Église. Ce titre, cette idée d'ennemi de l'intérieur est aussi, je pense, déjà dans ton essai, dans ta thèse, comme tu dis très bien, un contrepoint à une idée qui est souvent connue et que j'imagine beaucoup de personnes dans cette salle ont en tête, que justement ces Cathares seraient des ennemis de l'extérieur, c'est-à-dire une influence extérieure. Pour les plus savants d'entre vous, venus de Bulgarie, comme on l'a dit souvent, et comme il a déjà été dit au Moyen-Âge, et qui serait venu en fait telle une influence néfaste venue de l'extérieur corrompre la chrétienté en son sein. Et ta thèse, si je ne me trompe pas, qui est pas que la tienne, que tu reprends, tu as dit c'est une synthèse, on reviendra tout à l'heure sur ces questions historiographiques peut-être, si on a le temps, mais ta thèse principale, c'est qu'il n'en est rien, et que ces Cathares, ils sont bien nés au sein de la chrétienté, dans un certain contexte intellectuel, social, religieux, économique, politique de la chrétienté, et que c'est de ce contexte, qu'ensuite, c'est à partir de ce contexte que l'Église d'abord, le pouvoir royal ensuite, a vraiment inventé, non pas les Cathares, qui existaient bien et bien, mais le catharisme. Oui, c'est très bien résumé, Benjamin, c'est tout à fait ça. Moi, j'essaie dans ce livre, si tu veux, ou si vous voulez, d'avoir une position pondérée, parce que c'est un débat qui a été très très vif, qui l'est encore d'ailleurs. Je peux même vous dire en avant-première que dans un an ou deux, il y aura un autre livre, alors plus ciblé que le mien, mais qui sera publié sur les Cathares et qui va peut-être dire quelque chose de différent de ce que je dis. Notamment sur la question des origines orientales et des origines grecques qui ont été prêtées aux Cathares et à leur religion. Donc c'est un débat qui reste encore ouvert, c'est ça que je veux dire. Et moi, dans mon livre, j'essaie d'avoir une position pondérée au sens de... J'essaie de présenter les différentes positions en présence. Mais cette thèse, malgré tout, cette thèse selon laquelle le catharisme comme une religion à part entière, comme une religion autonome et adversaire du catholicisme, donc la thèse selon laquelle le catharisme aurait emprunté ou serait directement une émanation de religion orientale qui aurait transité par les Balkans, cette thèse, tu as raison de le dire, elle est défendue dès le Moyen-Âge. En fait, le premier à dire ça, le premier à faire un lien très clair entre le manichéisme, qui est une religion orientale attestée, qui est née
né au IIIe siècle de notre ère. Donc le premier à faire le lien entre ce manichéisme, qui est une religion dite dualiste, c'est-à-dire qui oppose un monde terrestre qui aurait été créé non pas par Dieu mais par Satan, et un monde céleste mais qui serait inaccessible aux humains, en tout cas sur Terre. Donc cette idée dualiste qui est le propre du manichéisme, celui qui établit un lien entre le manichéisme et le catharisme, c'est un inquisiteur, donc quelqu'un qui par définition est très biaisé et qui écrit cela dans les années 1270. Donc on est très tard par rapport à la chronologie dont je vous parlais tout à l'heure et qui a établi que les premières attestations de cathare, c'est vers 1160. D'accord ? Donc c'est un siècle plus tard qu'un inquisiteur défend cette thèse selon laquelle le catharisme serait la version occidentale ou occidentalisée du manichéisme. Et le manichéisme, en fait, aurait transité via, effectivement, la Bulgarie, c'est-à-dire un espace qui, à l'époque, au XIIe, XIIIe siècle, est un espace qui appartient, ou qui fait partie, disons, de l'Empire byzantin. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, parce que qu'est-ce que ça signifie quand un clerc catholique d'Occident se met à dire « Ah, mais tout ça, ça nous vient, en fait, de Bulgarie, ces atrocités, cette hérésie, nous vient de Bulgarie ». Eh bien, il faut avoir à l'esprit un élément de contexte qui est essentiel, qui est celui du schisme, qui en fait a eu lieu au milieu du XIe siècle, le schisme de 1054, alors qui est un événement tout à fait anecdotique à l'époque, qui n'a aucune espèce de retentissement, mais qui malgré tout va avoir des conséquences sur la perception que les catholiques ont sur l'Église orthodoxe, c'est-à-dire l'Église de l'Orient, de l'Empire byzantin. À partir du schisme, tout ce qui provient de l'Orient byzantin, en termes de rites, de dogmes, donc de croyances, devient suspect, ou est potentiellement suspect. Donc cet ennemi de l'extérieur, c'est bien celui-ci. C'est bien, d'un point de vue en tout cas religieux et dogmatique, ça devient l'Empire byzantin. Et donc forcément, les hérésies qui naissent pourtant, les hérésies ou les dissidences qui naissent bel et bien, on va y revenir, tu as eu raison de dire qu'il ne s'agit pas du tout de nier l'existence de groupes réellement dissidents, c'est-à-dire de groupes qui ont contesté le pouvoir de l'Église, contesté l'autorité de l'Église. Donc ces groupes qui naissent à l'intérieur de la chrétienté latine, donc les cathares en particulier du Languedoc, l'Église va leur attribuer des origines lointaines, parce qu'il est absolument impensable que ces hérétiques puissent en fait avoir des raisons légitimes de contester et de critiquer l'Église. C'est impensable. Donc ça vient forcément d'ailleurs. Ça vient forcément de l'extérieur. Et je crois que j'ai un peu perdu le fil à force de parler, donc je ne me souviens plus. Il y avait un deuxième élément dans ta question. On peut rebondir du coup. L'élément principal qui a répondu, c'était de distinguer cet ennemi de l'intérieur d'une vision d'un ennemi de l'extérieur, et puis l'autre que j'ai peut-être pas assez posé clairement et sur laquelle on va revenir, c'est finalement, si on a vu qui c'était pas les cathares, peut-être on peut poser directement la question de qui sont ces cathares, et donc dans quel contexte ils naissent, pourquoi ils apparaissent à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est ce moment-là où ils apparaissent dans les sources, existaient déjà avant, revenir sur qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur qui sont ces différents groupes. Tu as parlé de dissidents, évidemment, on a tout ce monde en tête le terme d'hérésie, tu as parlé de contre-église, c'est aussi des mots, des idées qu'on a en tête. Donc revenir sur ça et sur une définition aussi précise que possible de ces cathares. Alors, je vais commencer en répondant à ce à quoi je n'ai pas répondu juste avant et qui me paraît important, mais juste en une minute. Parce que j'ai dit que c'était un inquisiteur qui avait établi le lien entre manichéisme et puis catharisme. Il y a un autre document extrêmement important dont je parle dans mon livre et qui accrédite, si vous voulez, ou qui pendant très longtemps a accrédité la thèse selon laquelle il y avait bel et bien un lien entre le manichéisme, ou plus exactement le bogomilisme, donc cette religion qui ferait le lien entre manichéisme et catharisme, et qui serait une religion qui aurait émergé en Bulgarie. Donc un document attesterait ce lien, et qui est un document datant de 1167. Donc là, vous voyez, on n'est plus dans les années 1270, bien après l'émergence des premiers cathares. On est vraiment aux origines, en fait, de l'hérésie cathare. Et ce document, qui s'appelle la Charte de Nikinta, est un document qui a été extrêmement débattu, parce que vous voyez, l'enjeu est crucial.
si ce document est un vrai document, c'est-à-dire s'il atteste, que raconte ce document? Il raconte la tenue d'un concile, donc d'une assemblée d'hérétiques qui aurait eu lieu à Saint-Félix de Caraman en 1167. Des hérétiques se seraient réunis sous la houlette d'un certain Niquinta qui serait devenu leur pape. Le document parle du pape Niquinta. Et donc, si ce document est un vrai, vous voyez, l'enjeu est énorme. Ça veut dire qu'il y a bien eu quelque chose comme une religion cathare, et même plus encore, une église cathare dès 1167 en Occident. Et ce document, alors là aussi, la discussion reste ouverte, c'est-à-dire, mais enfin, malgré tout, l'écrasante majorité des historiens aujourd'hui considèrent que c'est un faux. Il y a encore des historiens dignes de ce nom, très sérieux, qui considèrent que c'est un document authentique. Alors je précise, c'est un document, de toute façon, on n'a pas l'original. On n'a que 2 copies beaucoup plus tardives de ce document, des copies du XVIIe siècle. Mais il n'empêche, à partir de copies même faites au XVIIe siècle, on peut savoir dans quelle mesure il y a eu ou non un original. Donc, comme je vous dis, la majorité des historiens ayant travaillé dessus ont montré, preuve à l'appui, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ont montré que ce document était ce qu'on appelle au Moyen-Âge une forgerie, donc un faux pour faire simple. D'accord ? Ce qui veut dire que pour la majorité de ces historiens, il n'y a pas eu d'église cathare, en Languedoc dans les années 1160. Même il n'y en a pas eu plus tard. Alors du coup, ça me fait le lien avec la question, mais alors de quoi on parle quand on parle des cathares? Qui c'était réellement? Si ce n'était pas une religion à part entière, et s'ils n'avaient pas d'église avec un clergé bien constitué, où ils auraient pu se réunir, et où finalement l'église catholique aurait eu grand peine à lutter contre eux, de quoi on parle? Qui était-il? Tu as eu raison de dire que on parle à l'époque, enfin les sources dont on dispose parlent toutes, alors elles parlent de cathare ou bien elles parlent évidemment d'hérésie. Dans les 2 cas, soyons clairs, ce sont des termes qui, pour les gens de l'époque, dans les sources de l'époque, sont des termes extrêmement négatifs, extrêmement péjoratifs. Ce sont des termes qui sont censés disqualifier, discréditer les gens dont on parle. Ça veut dire que les cathares, et je vais revenir sur la composition de ces groupes cathares, personne ne s'est jamais auto-désigné comme cathare. Ça aurait été comme de se dire soi-même hérétique. Ça aurait été une grosse erreur, qui aurait conduit à une mort certaine. J'exagère un peu, mais enfin, évidemment, qu'il aurait été risqué de se définir soi-même comme ceci. Donc ce sont des appellations qui viennent des pouvoirs qui ont combattu ces gens-là. Ces gens-là, peut-être que certains d'entre vous le savent, ça a été bien montré depuis longtemps, notamment par un immense historien de la dissidence des bonshommes, qui est Jean-Louis Biget. Eh bien, ces gens-là s'appelaient justement bonshommes. Entre eux, ils s'appelaient bonshommes, bonnes femmes. Sachant que ce terme, cette appellation de bonshommes, bonnes femmes, j'en parle aussi un peu dans le livre, n'a absolument aucune connotation religieuse. Donc, de quoi on parle si on ne parle pas de religion et si on ne parle pas d'église? Eh bien, la question est complexe parce qu'on est sur une chronologie très large, comme je vous le disais au début, ce qui signifie que les contours sociaux de ces groupes de dissidents ont beaucoup évolué dans le temps. Alors, je peux schématiser ici en vous disant qu'au départ, c'est une dissidence rurale. Dans les années 1150, 1170, 1180, et même en gros jusqu'à la croisade albigeoise, jusqu'en 1209, c'est une hérésie majoritairement, principalement rurale. Alors que quand on prend les choses à l'autre bout du spectre chronologique, donc si on bascule à la fin du XIIIe siècle, c'est une hérésie qui n'est quasiment plus que urbaine. Donc ça, c'est déjà un premier mystère à résoudre. Comment ça se fait que la composition sociologique de ces groupes ait autant évolué? Alors ensuite, pourquoi? Parce que, malgré tout, je peux résumer avec une formule de bon sens populaire, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il y a bien des gens qui ont fait des choses que l'Église considérait d'un mauvais œil, ou a commencé à considérer d'un mauvais œil dans les années, une fois de plus, vraiment 1160, 1170, c'est là que la persécution, d'abord sous une forme
soft, entre guillemets, disons en tout cas sous une forme législative, commence, et puis les choses évidemment vont empirer, notamment avec la croisade et avec l'Inquisition. Alors ces groupes, en fait, n'ont rien d'original dans leur manière de se mettre en marge de l'Église et de critiquer l'Église. J'en parle là aussi au début du livre. Il faut replacer ça dans une perspective de plus long terme et avoir en tête qu'autour de l'an 1000 déjà, donc 150 ans avant, 150 ans, vous voyez bien qu'aujourd'hui, pour nous, 150 ans, c'est énorme. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose pour le Moyen-Âge. Donc dès l'an 1000, si vous voulez, on a les attestations d'une résurgence de mouvements hérétiques, de mouvements que l'Église considère comme hérétiques. Il y en a très peu. Quelques-uns qui sont attestés, en tout cas. Il y en a à Arras, par exemple, rien à voir avec le Languedoc. Il y en a pas loin de Milan, à Monteforte. Donc il y a quelques groupes comme ça. Et puis il va y avoir une première grande hérésie réprimée dans le sang dans les années 1070 à Milan. C'est important parce que Milan, ça va devenir un très haut lieu. J'emploie les guillemets, hein, un très haut lieu du catharisme ensuite à partir de la fin du XIIe siècle. Donc ça veut dire aussi, ce qui est intéressant dans cette histoire des hérésies, si vous voulez, il y a des résurgences, il y a des réminiscences. C'est-à-dire qu'une hérésie s'éteint ou est réprimée, et puis 40 ou 50 ans après, elle peut ressurgir sous un autre nom, d'ailleurs, éventuellement, que lui donnera l'Église. Mais donc au moment où les choses sérieuses commencent pour les cathares d'Occitanie, en fait, ça fait déjà 150 ans que l'Église identifie des mouvements qui lui semblent suspects. Et que disent ces mouvements au tout début, avant même que les inquisiteurs ne se mettent à parler de religion dualiste, de religion manichéenne, dans la première moitié du XIIe siècle, ce sont des gens qui pratiquent leur foi en marge des institutions de l'Église, notamment en marge des bâtiments ecclésiastiques. Ce sont des gens qui fréquentent très peu l'Église. Ce sont des gens qui rejettent les sacrements, mais qui ne les rejettent pas en fait par principe ou par idéologie, on pourrait dire aujourd'hui. Ce sont des gens qui rejettent les sacrements parce qu'ils estiment que les sacrements sont souillés par les prêtres ayant un mauvais comportement. Donc c'est un problème de discipline du clergé. C'est-à-dire que les gens en ont marre que le prêtre d'à côté vive avec une femme. C'est une situation très fréquente à l'époque, même si il est impossible d'établir des statistiques, mais plein de sources témoignent de cet état de vie concubinaire des prêtres. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que certains prêtres sont accusés de ce qu'on appelle la simonie dans le jargon de l'Église de l'époque, qui consiste à monnayer les sacrements. Donc on fait payer le baptême, la pénitence. Bon, les gens en ont un peu assez de cette situation. Je schématise à peine. Hein. C'est pour vous dire que le fond du fond de l'hérésie au départ, c'est une certaine forme d'anticléricalisme, de rejet, disons, de l'autorité du clergé, d'autant plus que c'est un clergé qui ne sait pas se tenir, qui est mal discipliné. Donc il y a l'anticléricalisme, et puis il y a une autre raison au départ, il y a une autre raison à la formation de ces groupes de dissidents. C'est ce qu'on appelle l'évangélisme. Alors, c'est pas tout à fait, enfin, c'est même pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui par évangélisme, donc qui est un courant du protestantisme très fort, notamment en Amérique du Nord. Donc, mais pas que. Et donc, l'évangélisme, en fait, c'est la volonté. Alors, on voit bien d'ailleurs pourquoi les protestants, bien sûr, vont s'intéresser ensuite à l'histoire des cathares. Hein. Les premiers grands historiens des cathares au XIXe siècle, ce sont des pasteurs protestants. Pourquoi ? Eh bien parce que l'évangélisme consiste à revenir à la lettre des évangiles. Donc ça veut dire non seulement s'approprier les textes sacrés sans la médiation du clergé, très protestant quand même, hein, s'approprier les textes sacrés, et puis tâcher aussi d'imiter le Christ et d'imiter les apôtres. Ça suppose pratiquer une certaine pauvreté volontaire. Et cette pauvreté volontaire, elle est d'autant plus enviable et d'autant plus souhaitée donc, par ces groupes de dissidents que les moines, j'ai parlé jusqu'ici des prêtres, mais les moines offrent un exemple terrible. On a une époque où les cisterciens, au début,
excusez-moi, je vais aller vite, hein, mais les cisterciens au début, ça va bien, hein, tout va bien. Justement, c'est un ordre religieux qui a été créé parce que les clunisiens s'étaient enrichis et engraissés jusqu'à plus pouvoir. Donc les cisterciens au début, ça va bien, et puis en fait, très vite, pour plein de raisons, hein, mais ils se font rattraper un peu par une logique économique assez, disons, lucrative pour eux. Et donc ces ordres religieux, aux yeux des dissidents, si vous voulez, ne sont plus dans l'imitation du Christ, qui était censé être au fondement de la règle bénédictine, hein, n'offrent plus, si vous voulez, un exemple justement d'ascèse, de pauvreté volontaire. Et donc, comme par hasard, les premiers qui vont cibler, avant même que le pape, le roi de France ne s'en occupe et ne s'en préoccupe, les premiers qui vont cibler les cathares, sans surprise, ce sont deux moines. L'un est abbé de Cluny, et l'autre est abbé de Clairvaux. C'est les deux personnages les plus puissants de toute la chrétienté. C'est les gens qui sont beaucoup plus puissants que les rois, hein. Bernard de Clairvaux et Pierre le Vénérable. Que fait Bernard de Clairvaux? Il passe quand même une bonne dizaine d'années de sa vie. Alors non seulement il appelle aux croisades, mais ce qui est intéressant, parce que ça fait un lien avec les ennemis de l'extérieur, mais après avoir appelé à la deuxième croisade, que fait Bernard de Clairvaux? Il descend dans le sud-ouest pour lancer une grande campagne de prédication contre des gens dont on lui a dit que justement ils étaient dissidents parce qu'ils pratiquaient leur foi de leur côté et qu'ils avaient même une certaine tendance à critiquer le clergé. Et puis Pierre le Vénérable, lui, il va carrément écrire un traité, alors pas anti-cathare, le mot n'est pas du tout encore employé à ce moment-là, mais contre une secte d'hérétiques. Et ce traité, pardon, vraiment je digresse à l'infini, je suis désolé, je vais m'arrêter là. Ce traité, figurez-vous qu'il l'inclut, donc c'est un traité qui s'appelle Contre les Pétrobrusiens, contre les disciples de Pierre de Bruy, qui était cet hérésiarque qui avait emmené dans son sillage toute une série de gens qui critiquaient l'Église. Et donc il écrit un traité contre les disciples de Pierre de Bruy, il écrit un traité contre les musulmans, et il écrit un traité contre les juifs. Et il préface l'ensemble en disant, voilà, c'est une trilogie, tout ça fait sens, ça va ensemble en fait. Mes trois traités vont ensemble, parce que ce sont les trois ennemis de la chrétienté. Donc vous voyez, avant les cathares, il y a déjà une pensée anti-hérétique qui se développe très fortement. Merci, et je pense que Arnaud, tu as été un peu trop modeste en disant que tu pars dans tous les sens, parce que en fait ça fait sens et tout ça converge. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien qu'on part de quelque chose de très diffus, avec des dissidents qui sans doute pour beaucoup d'entre eux n'ont même pas l'impression d'être dissidents, qui ont juste l'impression de vivre leur foi pleinement et qui ont sans doute sincèrement l'impression que l'Église devrait faire comme eux, même s'ils peuvent critiquer ponctuellement un prêtre ou deux, mais ils n'ont rien contre l'Église en elle-même. Et puis après, c'est l'Église elle-même en fait qui part sa réaction en se crispant contre ses ennemis de l'intérieur, en transformant ces gens en ennemis, va petit à petit aussi former un groupe et convaincre ce groupe de s'auto-organiser contre elle. Et, donc on a une espèce de mouvement de répondants. Et si on avance un petit peu dans le temps, à partir des années 1170, 1180, et bien sûr encore plus avec la croisade, on a là un groupe qui quand même va évoluer de plus en plus vers quelque chose d'un peu plus constitué en réaction ou en contre-réaction à cette réaction de l'Église. Oui, absolument. Alors, oui. Si on avance un peu dans le temps, tu as tout à fait raison. Ce qui est intéressant, c'est que l'hérésie, elle a aussi, et ça c'est les travaux de Jean-Louis Biget l'ont très bien montré sur la petite chevalerie rurale déclassée qui va adhérer à cette dissidence cathare. Donc ça c'est vraiment un milieu sociologique quasiment d'origine de la dissidence dite cathare. Ça montre, les travaux sur cette petite chevalerie montrent qu'en fait, il y a aussi des raisons économiques essentielles à cette dissidence. Il n'y a pas que des raisons spirituelles. En l'occurrence, je parle de petits nobles qui... alors, c'est parmi d'autres raisons. Hein. Il y a aussi des raisons liées au droit de succession qui ne leur sont plus... le droit de succession ne leur est plus favorable. Mais pour expliquer leur critique de l'Église, eh bien, il faut savoir que ces petits nobles, ces petits aristocrates, se sont fait déposséder d'un certain nombre de leurs revenus et même de leurs biens par l'Église.
puisque dans le sillage de la réforme, de la grande réforme de l'Église, qu'on appelle la réforme grégorienne du nom de l'un de ses principaux protagonistes, qui est le pape Grégoire VII, qui est un pape du XIe siècle. Donc qu'est-ce qui se passe dans le sillage de cette grande réforme de l'Église? Non seulement c'est une réforme qui tâche de discipliner le clergé, mais ce qu'on oublie un peu quand on se focalise justement sur ces questions de discipline cléricale, c'est que la réforme a décrété que désormais, les dîmes, alors je pense que ça vous dira sans doute quelque chose, la dîme c'est quand même un impôt, c'est l'impôt ecclésiastique par excellence, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, c'est resté, donc c'est le 10e des récoltes, qui avant que la réforme grégorienne n'en décide autrement, était une redevance en fait versée aux seigneurs laïcs principalement, et très très peu à des seigneurs ecclésiastiques. Donc, pour le coup, d'un point de vue aussi, jusqu'en allant au tribunal, ça s'est très bien attesté au XIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de litiges, de conflits, à la fois des conflits de propriété, puis des conflits autour donc, de ce revenu quand même, qui est essentiel, un 10e des récoltes, c'est pas loin. Il y a beaucoup de conflits qui vont éclater entre les ecclésiastiques et les laïcs. Et ces conflits vont être principalement jugés par des tribunaux ecclésiastiques et donc forcément les sentences seront favorables à l'Église. Et donc il y a beaucoup de petits chevaliers. Je ne parle pas des gros seigneurs territoriaux dont on dira peut-être un mot sur leur adhésion à la dissidence, mais ces petits chevaliers se retrouvent littéralement sans rien. Et c'est de la faute de l'Église. Je peux vous donner aussi un autre exemple qui concerne cette fois-ci la Rhénanie. En Rhénanie, c'est très intéressant. Il a été bien montré que les petits nobles, la petite aristocratie ne parvient pas, l'Église l'en empêche, ne parvient pas à accéder à certaines charges ecclésiastiques importantes telles que les canonicats, les charges de chanoine. Les chanoines composent l'entourage de l'évêque. Et ça, être chanoine, c'est très lucratif à l'époque. C'est une charge extrêmement lucrative. Mais ces charges-là, elles sont réservées à la très haute noblesse. Donc, on a affaire à des gens qui sont à la fois qui ont des aspirations spirituelles, mais qui sont aussi frustrés, en fait, qui ont subi une frustration économique, qui connaissent vraiment la crise. Donc ça a été un moteur aussi très important d'adhésion à la dissidence. Et puis, je vais en venir un peu, parce que c'est vraiment essentiel, d'autant plus qu'après la croisade, en gros, la dissidence... Alors, pas tout à fait après la croisade, mais disons qu'à partir des années 1260-1270, la dissidence, comme je le disais tout à l'heure, ne sera guère plus que urbaine. Donc il faut dire un mot, évidemment, même plus d'un mot, dans le livre j'en parle beaucoup, mais de l'implantation de l'hérésie en ville, et en particulier dans les villes du Languedoc. Alors ça, c'est lié, pour être schématique, c'est lié entre autres aux aspirations, disons, politiques. Pour le dire vite, aux aspirations politiques de cette bourgeoisie urbaine. On est dans un monde, je vous redonne un élément de contexte un peu large, mais c'est important d'avoir ça aussi en tête, mais le XIIe siècle, il se passe quelque chose d'absolument majeur, qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est l'un des phénomènes les plus importants, à mon avis, du Moyen-Âge, c'est la réurbanisation de l'Europe. C'est un moment où il y a une très forte mobilité des hommes. Dans plusieurs régions, il y a un premier exode rural qui vient en fait nourrir, alimenter en hommes les villes. Et donc les villes s'étendent, augmentent, se construisent. Et qui dit ville dit nouvelle couche sociale. Évidemment, tout ça, on est dans un monde vraiment très neuf, en pleine transition. Et ces nouvelles couches sociales, on parle d'artisans, de marchands, de prêteurs d'argent, des juristes, des notaires, tout ce qu'on appellera plus tard la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, très vite, elle a des aspirations politiques. C'est-à-dire, elle souhaiterait justement... alors s'auto-gouverner, le terme est un peu anachronique, mais si vous voulez, instituer en tout cas des formes de gouvernement autonome. Alors il y a des cas de figure dans lesquels cette bourgeoisie va obtenir, via ce qu'on appelle des franchises, cette bourgeoisie va obtenir des droits et puis du pouvoir aussi. Et puis il y a d'autres cas, ça ne va pas du tout être le cas. C'est-à-dire la bourgeoisie urbaine n'obtient rien du tout. Et comme par hasard, cette bourgeoisie urbaine, elle n'obtient rien, dans un premier temps, elle n'obtient rien en Languedoc et en Lombardie.
Donc les deux principaux foyers, ou en tout cas les deux foyers les plus durables de la dissidence et de l'hérésie cathare. Parce qu'on parle aussi de cathare en Italie du Nord. Et puis, peut-être que vous l'avez en tête, c'est une époque où cette bourgeoisie urbaine, alors les juristes, ça va à peu près, notamment en Italie où ils vont se faire justement une place sur le plan politique, mais il y a un groupe social, un groupe socio-professionnel qui souffre énormément du mépris et du discrédit et du manque de considération, notamment de l'Église. Donc vous allez voir, on est dans un monde très très différent du nôtre de ce point de vue-là. Bah, c'est les marchands. Hein, les gens qui sont les moins valorisés dans cette société, contrairement à la nôtre, c'est les marchands. Et donc les marchands en ont marre aussi qu'on leur dise, enfin que l'Église soit incapable, si vous voulez, de les intégrer dans sa pastorale, c'est-à-dire de les ramener, ou en tout cas de les intégrer dans le giron de l'Église, et de dire, vous, pour nous, vous êtes des fidèles comme les autres, et c'est pas parce que vous êtes marchand, usurier ou prêteur d'argent que vous n'avez pas le droit de faire votre salut. Bon, bah ça aussi, c'est un moteur d'adhésion à la dissidence. Si on veut pas de vous quelque part, bah, vous allez toquer à la porte ailleurs, hein, d'à côté. C'est humain, quoi. Et je peux dire un tout petit mot. Alors, je me projette sur la toute fin de la chronologie. Alors, en même temps, je ne veux pas vous gâcher le suspense. Suspense, c'est un bien gros mot, mais j'allais dire le suspense de la fin de mon livre où j'explique pourquoi les cathares ont disparu. Mais je peux vous donner quand même une clé qui est que, en fait, l'Église va finir par s'apercevoir que la meilleure manière de mettre fin à la dissidence, eh bien justement, c'est d'intégrer en fait ces hérétiques et ces dissidents, et c'est de s'adresser à eux. Donc très concrètement, deux ordres religieux en particulier vont se charger d'adresser une prédication spécifique et bienveillante en quelque sorte à l'adresse donc de ces marchands ou de ces artisans ou de ces prêteurs d'argent, sont les dominicains et les franciscains. Ceux-là même qui, en fait, ont pris en charge l'Inquisition pendant des décennies. Donc c'est le paradoxe. Mais là, on est dans les années 1310-1320, quand les franciscains et les dominicains s'occupent d'accueillir les marchands, y compris de les autoriser, par exemple, à se faire inhumer dans leur couvent. Hein, c'était absolument impensable un siècle auparavant qu'un marchand ait le droit de se faire inhumer dans une église ou bien dans le couvent d'un ordre religieux. Ça aurait été impensable un siècle avant. Alors avant d'en arriver là, en effet, tu dis ça c'est l'extrême fin de la situation qui va mettre fin à cette dissidence. Donc là on a bien vu comment la dissidence se mettait en place et tous ces différents facteurs économiques, religieux, sociologiques, politiques, etc. Et puis évidemment l'autre élément qu'on a en face, c'est la réaction de l'Église. Tu en as parlé un petit peu, donc on t'a parlé de prédication au début avec les cisterciens, on a parlé de croisade bien sûr, on a évoqué rapidement l'Inquisition. Est-ce que peut-être tu peux essayer de nous résumer là aussi, nous montrer un peu les différentes palettes que l'Église utilise comme moyen pour répression et les remettre dans l'ordre chronologique? Si possible. C'est une toute petite question. Alors, 7 minutes. Je vais essayer d'être clair. Donc, les moines, je ne vais pas en reparler puisque vous avez compris, c'est les premiers à s'intéresser, en tout cas à désigner, à essayer de définir ce que c'est qu'une hérésie, et ils le font à travers des traités. Et ces traités ont été si nombreux qu'ils ont constitué un savoir à part entière qu'on appelle l'hérésiologie. Alors, c'est pas tout à fait neuf, hein, des hérésiologues, des spécialistes auto-désignés de l'hérésie, il y en avait eu déjà dans l'Antiquité tardive, hein, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr que les premières hérésies chrétiennes, elles apparaissent dès les 3e, 4e siècles, et dès cette époque-là, quelqu'un comme saint Augustin, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui a écrit 86 traités contre les hérétiques, donc vous voyez, les premiers pères de l'Église s'intéressaient déjà beaucoup à la question hérétique. Donc les moines au XIIe siècle constituent en quelque sorte la première phase d'élaboration de cette construction de l'ennemi hérétique. La deuxième phase, elle vient juste après, c'est l'intérêt que le pape mais que les princes aussi commencent à éprouver pour le danger ou la peste hérétique, comme on dit dans les sources à l'époque. Et ça, c'est dans les années 1160-1170. Je peux donner un exemple de ça. C'est le concile de Tours. On est en 1163 et le concile de Tours est très important parce que c'est un concile qui va mettre en place les armes de la chasse aux hérétiques qui seront réemployées ensuite par l'Inquisition.
L'Inquisition n'innove pas tant que ça en termes de moyens et de méthodes de persécution. Par exemple, le Concile de Tours décrète que désormais les suspects, les hérétiques avérés devront se voir confisquer tous leurs biens. C'est intéressant parce que vous voyez, ça veut dire qu'il y a aussi des mesures d'ordre politique, on dirait aujourd'hui, on disait temporel à l'époque. Ça n'est pas que des mesures d'exclusion spirituelle qui sont prises à l'encontre des hérétiques. Il y a aussi des mesures d'ordre temporel. C'est pas rien quand même de se voir confisquer tous ces biens. Donc ça, c'est une phase, disons, législative. Et puis, il y a aussi... je ne vais pas avoir le temps, mais c'est très intéressant aussi de voir comment les toutes premières instrumentalisations politiques de l'accusation d'hérésie. Je vous en donne quand même un exemple, je ne peux pas m'en empêcher, mais qui concerne le comté de Toulouse. C'est la manière dont Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre, pour servir ses visées d'expansion territoriale, il est duc d'Aquitaine, et il a des visées très claires et très explicites sur le comté de Toulouse. Et donc, il se fend de sa plus belle plume et il écrit au pape en lui disant, là on est en 1166 ou un peu avant, il écrit au pape et il lui dit j'ai entendu dire que dans le comté de Toulouse, alors que bon, il n'y a rien de particulier, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des gens suspects. Il emploie des termes d'ailleurs plus forts que ça. Il parle justement de la peste hérétique, du risque de contagion. Donc on voit déjà, avant même, vous voyez la croisade albigeoise et l'usage politique que le roi de France va trouver, ou l'intérêt politique que le roi de France va trouver à participer à la croisade. Avant cela, on voit que les princes ont bien compris, ou en tout cas le roi d'Angleterre, lui, a très bien compris l'usage politique qu'il pouvait faire de cette accusation qui est terrible. Voilà, c'est la pire accusation qu'on puisse imaginer. C'est le pire crime qui puisse être commis à cette époque. Donc, le roi d'Angleterre est le premier à le faire. Et puis ensuite, l'empereur aussi va beaucoup... l'empereur Frédéric II va s'y intéresser. Mais les rois d'Aragon aussi s'y intéressent. Bon. Je passe, disons, sur ces détails. Ça, c'est la deuxième phase, législative et politique, disons. Et puis, alors, évidemment, il y aurait tellement à dire sur la croisade et sur les raisons du déclenchement aussi de la croisade, mais il faut avoir... je pense que vous avez toutes et tous ça en tête. C'est une guerre absolument atroce, donc qui fait connaître un nouveau... il y a un changement de nature, évidemment, dans la lutte anti-cathare à partir de la croisade. Mais je nuancerai un tout petit peu en vous disant que des bûchers d'hérétiques, il y en avait eu avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que la croisade albigeoise est le premier épisode de violence extrême commise à l'encontre des hérétiques. Des bûchers, il y en a eu avant. Il y en a eu à Cologne, il y en a eu en Aragon, justement, il y en a eu en Italie. Voilà, des peines capitales prononcées contre les hérétiques, il y en a eu avant. Mais la croisade, malgré tout, opère... un changement de nature et puis un changement de degré dans la violence de la persécution. Quand je dis changement de nature, pourquoi ? C'est parce que la croisade, c'est une guerre sainte, et donc c'est absolument inouï, puisque c'est la première fois que sur le sol de la chrétienté latine, une guerre sainte a lieu. Ça n'était jamais arrivé, donc rien que ça, c'est absolument extraordinaire, les moyens qui sont déployés, et qui sont des moyens, alors très concrètement, vous savez la violence à laquelle ça va donner lieu, même s'il est toujours aussi compliqué, je pense que les sources ne nous l'apprendront jamais, mais il est toujours très compliqué de quantifier avec précision les massacres qui ont été commis à ce moment-là. Les chroniqueurs... j'allais dire raconte n'importe quoi, à dessein en fait. Quelqu'un comme Pierre Vaud-de-Cernay, par exemple, un cistercien qui est en quelque sorte le reporter de l'époque, qui est envoyé pour suivre les troupes des croisés, parle si mes souvenirs sont bons, il parle de 20 000 morts.
Oui, à Béziers, voilà, c'est ça. Il y a Béziers qui est la première ville frappée et touchée par les croisés. C'est tout à fait impossible puisque la population de Béziers à cette époque-là était approximativement de 7 000, 8 000 habitants. Donc c'est techniquement impossible. Mais pourquoi les chroniqueurs en rajoutent sur les chiffres ? Eh bien parce que c'est pour montrer l'importance de l'ennemi. Et pour justifier, pour légitimer évidemment pour légitimer les massacres, pour légitimer les violences commises à l'encontre des hérétiques. Et donc voilà, donc changement de nature parce que guerre sainte, alors guerre sainte ça veut dire promesse de rémission de tous les péchés pour les chevaliers qui s'engageront dans cette croisade, comme ça a été le cas évidemment pour les croisades qu'on disait d'outre-mer, enfin en outre-mer hein, pour les croisades en Orient. Donc on promet de la même manière qu'on a promis à ceux qui iraient délivrer les lieux saints à Jérusalem, on promet là aussi une rémission de tous les péchés. Et puis, venons-en à la quatrième et dernière phase, qui est la phase inquisitoriale. Il est important de dire que l'Inquisition, donc, qui est créée en 1231, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la croisade, l'Inquisition est créée explicitement pour remédier alors ça va vous paraître horrible de dire les choses comme ça, mais pour remédier aux défaillances et à la faillite de la croisade. C'est-à-dire que le pape, Grégoire IX, le pape de l'époque, pour lui, la croisade est un échec, et d'ailleurs il n'a pas tout à fait tort, puisque la croisade, au lieu de démanteler, disons, les réseaux hérétiques comme telle était l'intention d'origine de cette croisade, elle n'a fait en réalité que renforcer ces réseaux en les faisant entrer dans la clandestinité. Et pour les gens qui jusqu'ici, pour ceux qui jusqu'ici n'avaient pas eu vraiment de raison d'adhérer à la dissidence, désormais, ils en ont une bonne. C'est-à-dire que, étant donné les violences qu'ils ont subies, évidemment, ça donne en tout cas une bonne raison désormais de s'opposer au pouvoir institué que sont le pouvoir du pape et de ses légats, et puis le pouvoir monarchique français. Donc cette inquisition, elle est là. L'inquisition, elle est créée pour remédier, pour pallier les défaillances de la croisade. Et elle connaît alors plusieurs phases, cette inquisition, dans les premières années qui ont été qualifiées par les historiens d'années terribles, c'est-à-dire les années 1231-1239. Les inquisiteurs, alors l'Inquisition c'est un tribunal littéralement extraordinaire, dont la procédure est extraordinaire, la procédure sur le plan pénal est extraordinaire. C'est intéressant d'ailleurs parce que encore aujourd'hui, l'ennemi de l'intérieur, c'est celui contre lequel on ne peut pas user des moyens juridiques traditionnels. C'est celui contre lequel il faut un droit d'exception. Je referme cette parenthèse, ce rapprochement avec le contemporain. Mais donc c'est un tribunal extraordinaire et c'est un tribunal itinérant. C'est l'une de ses grandes forces. Et sa troisième force, c'est qu'il ne rend compte à personne d'autre que le pape. Il jouit d'une autonomie qui est tout à fait exceptionnelle. Les rois ou les princes ne peuvent rien dicter, ne peuvent dicter aucune condition à ce tribunal. Le comte de Toulouse va le connaître, je ne trouve pas la formule assez dépend, j'allais dire. Raymond VII va en faire les frais de cette autonomie totale de l'Inquisition. Et puis l'Inquisition ne rend aucun compte aux évêques. Donc c'est une juridiction d'exception et tout à fait autonome. Donc ça lui laisse évidemment les coups des franches. Elle dispose de moyens d'enquête qui sont, alors j'en parle assez abondamment dans le livre, de moyens d'enquête aussi qui sont prodigieux. Encore à nos yeux aujourd'hui, c'est tout à fait inouï de voir qu'en 1245, par exemple, les 2 inquisiteurs de Toulouse, qui sont 2 dominicains, mènent une grande enquête en 1245-1246. Donc, en l'espace d'1 an,
et ils vont convoquer 70 000 personnes. Ils vont entendre, ils vont entendre 10 000 personnes ces 10 000 personnes vont les renseigner sur 70 000 personnes en tout. Ils vont obtenir des informations et des renseignements sur 70 000 personnes. Donc c'est incroyable en l'espace d'un an. Enfin, c'est une juridiction qui est 1000 fois plus efficace, entre guillemets, que la nôtre, en tout cas pour obtenir des informations et des renseignements. Alors ça, justement, après donc, ces années terribles où les inquisiteurs, certains d'entre eux notamment, se montrent particulièrement à la fois intransigeants et extrêmement violents, au point que l'un d'entre eux, Robert le Bougre, je vous laisserai découvrir dans le livre pourquoi il a été surnommé comme ça. C'est une étymologie assez intéressante. Donc Robert le Bougre se fait rappeler à l'ordre par le pape lui-même parce qu'il allume trop de bûchers. Désolé. Allumer des bouchers, ça n'a aucun sens. Et lui, il sévit plutôt en Champagne. Donc après cette première phase très radicale dans l'action qui est menée, la deuxième phase qui s'ouvre est une phase, et ça c'est intéressant aussi quand même de savoir que l'Inquisition a procédé, et elle porte bien son nom de ce point de vue-là, a procédé principalement par enquête, et que dans certaines villes, elle n'a même jamais prononcé de peine capitale. C'est le cas à Montauban, par exemple. Pierre Célan, qui est l'inquisiteur de Montauban dans les années 1240, n'a prononcé aucune peine capitale. Il a prononcé uniquement des peines qui sont en fait des pénitences. Alors c'est aussi sans doute parce qu'il n'a eu en face de lui aucun relapse, comme on disait, donc des gens qui en fait dans un premier temps vont abjurer l'hérésie et puis qui vont retomber malheureusement pour eux dedans et donc revenir sur leur dénégation. L'Église, si vous voulez tout savoir, d'une très jolie formule, appelait ça « retourner à son vomi ». Eh oui, c'est très élégant. Donc il faut avoir ça en tête. L'Inquisition a procédé par très grandes enquêtes, a prononcé relativement peu de peines capitales. Je peux même vous donner un chiffre pour les années 1310 et vous parler d'un inquisiteur qui est devenu célébrissime grâce au nom de la Rose. À la fois le livre et le film, qui est Bernard Guy, qui est un dominicain qui a été inquisiteur à Toulouse entre 1308 et 1317 peut-être, je ne sais plus bien, pardonnez-moi. Il a été montré, là on a les chiffres, c'est 3 sentences, 3 peines de mort prononcées par an. Sur une activité, sur un temps d'inquisition tout de même assez long. Donc ça, disons que ça vient nuancer ou perturber un peu une idée reçue. Alors attends, et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de réhabiliter l'Inquisition, surtout pas. Mais voilà, il s'agit d'avoir une position nuancée sur le sujet. Eh bien, merci pour cette réponse complète, et je pense que tout le monde aura compris que ce petit livre, tout en étant petit, est en fait très dense, puisque du coup c'est à la fois un livre d'histoire sociale, d'histoire religieuse bien sûr, mais aussi d'histoire sociale, d'histoire politique, d'histoire économique. On découvre toutes les multiples facettes de cette dissidence et de sa répression. Peut-être une dernière question avant de finir, on a commencé un peu en retard, on peut se permettre de dépasser rapidement, parce que ce que j'aurais voulu souligner, c'est que dans ce livre, c'est aussi un livre dans lequel on découvre la méthode historique. Et puisque une des principales particularités qui explique à la fois l'histoire des Cathares et l'historiographie des Cathares, c'est que ces ennemis de l'intérieur, on ne les connaît pas de l'intérieur en fait. On connaît que par des sources qui sont de l'extérieur, et que du coup c'est ça aussi avec le problème avec lequel tu te débats, comme tous les historiens se débattent pendant tout le livre, et que tu exposes très bien, c'est de montrer toutes les difficultés que ça pose. Et est-ce que tu peux rapidement, pour après laisser le temps aux questions, évoquer cette question-là et comment on fait, peut-être un petit peu d'historiographie aussi pour nous montrer quelles ont été les différentes attitudes face à cette situation compliquée des sources. Alors tu as raison, et c'est ça qui en fait aussi un défi intéressant pour les historiens, c'est que c'est pas du tout qu'on ne dispose pas de sources, tu l'as très bien dit, c'est que les Cathares eux-mêmes n'ont rien laissé, si ce n'est 3 rituels. Alors il en est question, on retirera peut-être un mot du catalogue de l'exposition de l'an dernier, qui est vraiment magnifique, mais j'y pense parce qu'il y a des photos dedans, des manuscrits de ces fameux 3 rituels cathares.
c'est-à-dire des ouvrages de liturgie qui témoignent de l'existence d'une liturgie proprement cathare. Alors, il faut être honnête, c'est assez décevant, c'est que en réalité, ces rituels, il y en a un qui a été rédigé en provençal et l'autre qui est un autre qui est rédigé en latin, et il y a des liens entre ces deux rituels-là. En fait, il y a cette liturgie ne présente pas tant de différences que ça avec la liturgie catholique. Et quant au manuscrit du Nouveau Testament cathare qui a été conservé, là aussi, il est très frappant de voir que la version cathare du Nouveau Testament est très proche, en fait, présente très très peu de différence avec la version catholique. Et je finirai simplement en disant que ces trois manuscrits-là sont d'un usage très délicat parce qu'on ne parvient pas à les dater avec précision, et même tellement pas avec précision qu'on sait en gros. Là aussi, il y a une voix discordante, j'espère qu'elle n'est pas dans la salle, mais qui dit que l'un de ces manuscrits daterait d'avant 1250, mais en gros, tous les historiens, depuis très longtemps d'ailleurs, la majorité sont d'accord pour dire que ces manuscrits datent de toute façon d'après 1250, c'est-à-dire que de toute façon, on est un siècle au moins après l'émergence de la dissidence. Donc on ne peut pas se reposer sur ces manuscrits-là pour avoir une... Et puis de toute façon, on ne peut pas se reposer sur ces manuscrits pour faire une histoire sociale et religieuse, sociale en tout cas, de la dissidence. La dernière chose que je voulais dire, c'est que sur la question de est-ce que les cathares ont laissé des livres qui auraient disparu et qu'on ne retrouvera malheureusement jamais, là il y a un débat historiographique. Il y a un historien britannique très important qui s'appelle Peter Biller qui lui, il faut savoir que les cathares ont beaucoup, peut-être que vous le savez, hein, mais intéressent beaucoup aussi en Angleterre et un peu aux États-Unis. Il y a vraiment une historiographie très riche de ce côté-là, et donc il y a un historien britannique pour qui il y a eu des œuvres théologiques cathares, mais elles ont disparu. Bon, là aussi, l'autre position est de dire qu'il n'y a jamais eu d'œuvre théologique qui attesterait de ce qu'était la religion cathare et les dogmes cathares, et pour une simple et bonne raison, c'est que si vous m'avez suivi, vous allez comprendre ce que je dis, mais pour la simple et bonne raison que les cathares sont une construction de l'Église catholique, en tout cas sur le plan religieux et dogmatique, si vous voulez. Donc ils n'ont pas pu laisser des ouvrages, ils n'ont pas écrit sur des croyances qui n'étaient pas les leurs. C'est des croyances qui leur ont été prêtées par les clercs catholiques. Alors ça, en revanche, si ça vous intéresse, vous verrez, j'en parle, des traités anti-cathares qui définissent ce que seraient supposément les sacrements cathares et les dogmes cathares, donc notamment toute cette histoire de dualisme, le catharisme serait un dualisme. Ça, des traités écrits par des clercs catholiques, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pléthore à partir de la fin du XIIe siècle. Et puis il y a même des très grands théologiens, Alain de Lille, ça vous dira sans doute rien, mais c'est un très grand théologien parisien, contrairement à ce que son nom indique. Donc Alain de Lille, il a écrit carrément une somme qui fait plusieurs centaines de pages, une somme sur les cathares et sur les Vaudois. On n'en a pas parlé, mais c'est important aussi de savoir qu'à l'époque, il y a une autre grande hérésie, c'est l'hérésie vaudoise. Et donc lui, il écrit une somme entière, mais où il invente tout, hein, sur le plan, une fois de plus, dogmatique et des croyances prêtées aux cathares. Voilà. Bon, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour laisser la place aux questions, et aussi parce qu'il ne faut pas tout dire sur le livre, sinon personne ne l'achètera et ton éditrice ne sera pas contente, et la librairie Ombre Blanche ne sera pas contente non plus. Donc le but est aussi de laisser un petit peu de suspense et d'envie de lire ce livre qui est quand même, il faut bien le dire, particulièrement riche et intéressant. Hein. En effet, je ne sais pas juste toi qui le penses, des livres sur les cathares, il y en a eu beaucoup. On n'a pas eu le temps de reparler de ce catalogue, hein, de cette exposition que sans doute beaucoup d'entre vous ont vue, mais qui a produit beaucoup à l'intérieur de petites sommes, toutes très très riches et très bien documentées sur les cathares. Mais si on veut, en quelques centaines de pages, rapidement savoir où on en est aujourd'hui de connaissances sur les cathares, je pense que ton livre est indéniablement bienvenu. Donc on va laisser la place. Tu veux faire passer le micro ? Eh bien parfait, on te laisse faire ça. Je vous entends. Vous avez parlé que les informations qu'on avait sur la pratique religieuse, elles venaient de par les catholiques, comme le monsieur de Lille, le Parisien de Lille.
Mais en fait, est-ce qu'on n'avait rien trouvé à partir de Jacques Fournier, des enquêtes de Jacques Fournier qui s'adressaient, lui, par contre, à des gens du peuple, j'ai envie de dire? Alors merci beaucoup, c'est une très belle question qui va me donner l'occasion de parler de l'un de mes épisodes favoris dans cette longue histoire. C'est Jacques Fournier, donc, qui était évêque de Pamiers et inquisiteur dans les années 1318-1325. Là, pour le coup, mon souvenir est bon. Et on a conservé effectivement les registres qui sont les siens, dans lesquels ont été consignées les dépositions d'un certain nombre de gens. Et puis ces registres, vous savez peut-être, ont été édités par Jean Duvernoy. Et puis ensuite, ça a donné lieu à l'ouvrage célébrissime de Leroy-Ladurie, Montaillou, village occitan. Alors, donc c'est une source extrêmement riche, et vous avez raison de dire que dans ces registres, Jacques Fournier, en fait, alors, quelque chose de très important, ces registres ne parlent jamais de cathare. Le mot n'existe plus, en fait. On parle d'hérétique, mais c'est à peu près tout, d'ailleurs. C'est la principale désignation pour justement qualifier ces gens qui... dont les croyances, si vous voulez, ce sont des croyances d'ordre folklorique, en fait, en quelque sorte. Et c'est Jacques Fournier qui, lui, est un théologien, qui a été formé comme théologien, qui va leur appliquer, ça a été très bien montré par les gens qui ont travaillé sur la manière dont Jacques Fournier menait ses interrogatoires, eh bien, il pousse ces gens-là, qui sont des bergers, des paysans. Alors il y a aussi des urbains, des citadins qui comparaissent devant le tribunal de Pamiers, mais il les pousse dans leur retranchement et il leur fait dire des choses qui vont pouvoir rentrer dans les catégories théologiques qui sont les siennes. Donc si vous voulez, là on a aussi un effet de... Jacques Fournier plaque ses propres cadres d'analyse sur des choses qui en fait n'ont rien à voir, qui relèvent plus de... une fois de plus, de la superstition, ou je parle de croyances folkloriques. Ça veut dire, et ça on en a plein d'autres attestations au Moyen-Âge, surtout au XIIIe, XIVe siècle, la manière dont les inquisiteurs découvrent qu'en fait dans les régions rurales, dans plein de régions rurales, c'est le cas aussi avec l'histoire du Saint-Lévrier par exemple, les inquisiteurs ne cessent de découvrir en quelque sorte la christianisation imparfaite de ces régions-là. C'est-à-dire que des croyances liées aussi à certaines traditions orales coexistent avec si vous voulez, le dogme catholique et avec l'Église catholique. Et d'ailleurs, très intéressant, vous savez peut-être qu'à Montaillou, le curé, Pierre Clergue, il est curé. Donc il est censé être le desservant catholique de l'Église, mais c'est le pire des hérétiques. Bon, alors on n'a pas conservé malheureusement ses dépositions à lui, mais tous les gens qui ont témoigné devant l'inquisiteur sur Pierre Clergue n'arrêtent pas de dire des abominations sur lui, en disant oui, c'est notre curé, mais enfin il nous a dit ceci, cela, voilà. Donc ça témoigne, et ça c'est fascinant, parce que bien sûr que c'est la preuve, si vous voulez, que le dogme catholique, évidemment, n'a jamais pu s'imposer tel quel, brutalement, et en évacuant tout ce à quoi les gens pouvaient éventuellement croire et se transmettre à l'intérieur des familles. Et c'est encore comme ça que ça se passe. C'est rassurant d'ailleurs, ça veut dire qu'un dogme ne réussit jamais à totalement s'imposer. Enfin, on peut espérer, j'espère. Oui, j'ai lu, je suis en train de lire votre livre avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais faire juste une remarque. Votre livre s'en prend à l'historiographie traditionnelle. Vous êtes d'ailleurs assez cinglant par endroits sur ces auteurs, mais je trouve que vous caricaturez un petit peu. Page 27, vous nous dites que Anne de Brénon ne parle jamais des Vaudois. Et vous dites, ouvrez n'importe quel livre sur les cathares, vous n'entendrez jamais parler des Vaudois, et vous y allez, les Lollards, les Hussites, etc.
Alors, vous citez le livre de René Nelly, c'est votre note 23. Vous citez le livre de René Nelly pour dire « Il ne parle jamais des Vaudois ». Je suis allé regarder le livre, il vient d'être réédité, il existe en version numérique. Vous pourrez regarder que Nelly parle 14 fois des Vaudois. Il y a eu des débats entre Cathare et Vaudois, et Nelly, peut-être il se trompe, peut-être c'est un mythomane, mais enfin il en parle 14 fois. Quant à Anne Brennan, vous connaissez sans doute quand même ses travaux sur les Vaudois. C'est un peu fort de dire qu'elle ne connaît pas les Vaudois ou qu'elle n'en parle pas. Et c'est faux, là aussi, je pourrais vous envoyer toutes ces citations sur les Vaudois. Alors, merci de votre remarque critique. Je veux bien éventuellement que vous m'envoyiez ces citations, mais j'ai une réponse à vous faire, qui est que chez Nelly, en tout cas, c'est une certitude, les Vaudois dont il est question, ce sont les Vaudois du Languedoc. Et ce sont les Vaudois qui, en fait, ont été, en quelque sorte, les ennemis des Cathares, ou en tout cas qui ont été utilisés par l'Église, notamment dans le cadre, par exemple, mais pas que, dans le cadre de la conférence de Pamiers en 1207. C'est un grand débat, une discussion entre les Vaudois et les Cathares. Et c'est un moment où l'Église, la papauté, cherche à récupérer les Vaudois pour les mettre à son service et au service d'une prédication justement anti-cathare. Donc, bien sûr, Nelly et Brennan parlent des Vaudois, des communautés vaudoises qui existaient en Languedoc et qui étaient des communautés tout à fait opposées aux cathares. Mais quand je dis que dans la plupart de ces ouvrages, on ne parle pas des Vaudois ou d'autres hérésies, ce que je veux dire, c'est que la singularité de l'hérésie languedocienne, qu'elle soit vaudoise ou cathare, n'est que très rarement remise dans une perspective géographique, dans une perspective spatiale et temporelle plus large. C'est ce que j'ai essayé de vous dire au tout début tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que l'hérésie cathare, même languedocienne, même dans son ancrage, si vous voulez, languedocien, ne peut être comprise que remise dans cette perspective beaucoup plus large. C'est-à-dire, en gros, je suis en train de vous dire que ces ouvrages, selon moi, ne banalisent pas suffisamment l'hérésie cathare languedocienne et ne la relativisent pas en montrant qu'en fait, elle s'articule, elle est liée à un contexte beaucoup plus large que le contexte languedocien. Elle est liée à un contexte, aussi à une configuration des pouvoirs et à un contexte social et économique qui est beaucoup plus large et qui ne se comprend bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple sur l'émergence de la bourgeoisie urbaine, le point de vue que l'Église porte sur cette bourgeoisie. Et ça, à mon avis, c'est utile de comparer, de confronter l'hérésie languedocienne avec d'autres régions et d'autres hérésies. Donc, il parle des Vaudois, mais il parle que des Vaudois languedociens. Donc, ça ne permet pas ce travail de banalisation ou, disons, de remise en perspective, je préfère. Alors, je vais tenter de partager une certaine vision. Moi, je ne suis pas du tout historien. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Moi, je suis toujours impressionné par le nombre de personnes qui viennent assister et participer d'une certaine façon à des conférences telles que vous proposez. Parce que je crois que nous sommes à peu près 150 à la louche. Et quand même, vous avez évoqué que les cathares, il me semble, je ne veux pas mal trop dire ce que vous avez évoqué, qu'ils n'ont rien laissé. Et moi, je suis surpris de voir autant de personnes. Comme si cette vision cathare... et qui, derrière, les cathares ou les bons hommes ou les bonnes femmes, cette vision spirituelle, pour moi, chrétienne originelle, que l'Église catholique, sans jugement de ma part, absolument pas, a tenté d'étouffer dès le concile de Nicée en 325, notamment en essayant d'étouffer Arius, qui représentait une gnose. J'ai bien dit une gnose parce qu'il y en a de multiples gnoses, qu'a tenté d'étouffer Irénée de Lyon, notamment. Donc, en fait, je suis toujours surpris et à la fois, nous sommes dans un optimisme parce que nous sommes quand même intéressés par cette vision spirituelle du catharisme qui prend sa source bien au-delà
du Concile de Nicée. Voilà. C'est mon point de vue que je partage, hein, qui représente une gnose cathare, une gnose chrétienne originelle. Voilà. C'est mon point de vue que je partage. Il y a un petit peu de contradiction, je ne veux pas être dans une posture d'inquisiteur. Je suis aussi toujours surpris que des historiens, c'est pas un jugement ni un procès, monsieur, sont dans une posture de certitude. Enfin, c'est mon interprétation, bien que vous êtes très ouvert, hein, attention. Hein. C'est paradoxal ce que je viens de dire, parce que si demain, dans 15 jours, il y a un historien ou je sais pas, un paysan qui trouve un bouquin ou je sais pas quoi sur le catharisme, ça peut remettre en question énormément de choses. Je vais bientôt finir. J'ai côtoyé des historiens. J'ai eu la chance d'écouter Jean Duvernois, par exemple, et Roquebert, pour l'histoire de Saint-Félix de Caraman, qui s'appelle Saint-Félix de Lauragais maintenant. Lui, il était certain que ça a eu lieu, Anne Brenon, etc. Beaucoup de protestants sont issus aussi de... Voilà. Je me tais, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Non, je peux juste... C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, j'espère pas vous avoir donné l'impression de quelqu'un justement de très dogmatique et qui arrive avec ses certitudes. Et en tout cas, le livre est quand même porteur, même si monsieur me trouve très dur avec Anne Brenon notamment, mais le livre reste quand même ouvert... fait part d'hypothèses. Hein. L'histoire, c'est quand même aussi ça. C'est des hypothèses, c'est des controverses, et j'essaie, c'est des discussions, c'est des interprétations, donc j'essaie un peu d'en faire part. Mais ce que vous dites, ce que vous disiez au début est très intéressant sur... c'est étonnant que autant de gens s'y intéressent alors qu'ils n'ont rien laissé. Mais justement, c'est pour ça. Et c'est parce que c'est pour ça que c'est une histoire fascinante. C'est parce qu'on peut y projeter énormément de choses. Et vous parliez des protestants, je le disais tout à l'heure, dès le 19e siècle, et même avant, en réalité, sans qu'il n'y ait eu jamais de filiation clairement établie entre les cathares et les protestants. Mais les protestants, parmi d'autres personnes, se sont intéressés à cette histoire-là parce que on peut y projeter beaucoup de choses. Alors j'en fais état dans le... C'est un peu comme une... C'est pas une page blanche, parce qu'il y a beaucoup de sources une fois de plus, mais si vous voulez, pour plein de gens, ça a été un miroir, et c'est encore un miroir, cette histoire des cathares. On peut s'y retrouver, on peut tous y trouver quelque chose, honnêtement. Et c'est ça qui en fait aussi une très belle histoire. Alors je parle un tout petit peu, trop rapidement, malheureusement, dans le premier chapitre, je parle de certaines réappropriations, justement, de l'héritage de cette histoire-là, et les mémoires, en fait, collectives, et les imaginaires collectifs qui se sont établis autour des cathares. Après, je serai moins d'accord avec vous sur c'est l'histoire du catharisme, et l'histoire des cathares, c'est l'histoire, en quelque sorte, secrète et clandestine de la gnose. Mais, voilà, là aussi, comme je le disais, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de preuve d'un lien entre la gnose et le catharisme. Bon, mais c'est ce qu'on a cru au XIXe siècle. Hein, voilà, il y a des gens qui ont établi ce lien-là. Pour dire que ce que vous dites et que d'autres aussi, que vous, ont commencé à dire il y a quoi ? Il y a une dizaine, 10-20 ans, hein, qu'on a commencé à remettre en question un peu nos certitudes concernant le catharisme, les cathares et les châteaux cathares. Je suis de la génération à peu près, hein, de la plupart d'entre nous aujourd'hui, et j'ai été une de ces guides conférencières qui, pendant 30 ans, a raconté des histoires magnifiques sur les cathares et sur les châteaux cathares. Alors je peux vous dire que pour moi, le monde s'est écroulé quand j'ai su que les châteaux cathares n'étaient pas des châteaux cathares. Vous voyez ? Mais je demeure aujourd'hui émerveillée quand même. Bien sûr. Par la beauté des paysages, hein, par la grandeur donc de ces châteaux, et par le fait que je souhaite que vous peut-être que vous donniez des éclaircissements. Certains de ces châteaux ont été, à un moment donné, au XIIe siècle, avant la reconstruction royale, ont été aussi occupés par des communautés cathares, et que le bûcher de Montségur a existé
bel et bien. Bah, bien sûr, Le bûcher de Montségur a évidemment. existé. Non, mais attendez, je suis pas négationniste. Je suis pas en train de nier la réalité historique. Bien sûr que le bûcher de Montségur. Mais je voulais juste ajouter, si vous permettez, que en fait vous touchez là, et vous l'avez dit, hein, à une question qui est profonde en fait en Languedoc, c'est qu'il y a identification des Languedociens, toulousains en particulier, mais des Languedociens, une identification très forte à cette histoire du catharisme, parce que les cathares, ce sont en fait des gens qui ont résisté dans toute la mythologie, n'est-ce pas? Voilà, qui ont résisté. Et c'est cette idée peut-être qu'il faut garder, tout en sachant que l'histoire s'écrit toujours au présent, quoi. C'est magnifique comme... Bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Alors très brièvement sur les châteaux et sur l'occupation de ces sites-là ayant précédé la construction par le roi de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc vous avez raison, il faut distinguer les deux moments. Oui, bien sûr, ce sont des sites qui pour la plupart ont été occupés. On appelait ça des castrats, mais ce n'était pas tellement des châteaux, c'était plutôt des villages fortifiés dans lesquels effectivement se trouvaient certains dissidents. Et puis Montségur, évidemment, ce qu'on appelle les fédis, donc les hérétiques qui fuient l'Inquisition, en l'occurrence, oui, se sont réfugiés à Montségur, et c'est là que le bûcher a eu lieu. Et simplement, c'est très important ce que vous venez de dire, évidemment, sur l'importance de la mémoire, en fin de compte, et les historiens ne sont jamais là pour dicter aux gens quelle doit être leur mémoire, et même la mémoire collective. Je pense que les deux peuvent très bien coexister, et tant qu'on ne vient pas embêter les historiens, mais moi je suis tranquille, personne n'est venu m'embêter, tant qu'on ne vient pas nous embêter quand on fait notre travail de recherche et où on essaie de s'approcher le plus près avec les sources dont on dispose, on essaie de dire ce qui s'est réellement passé. Tant qu'on ne vient pas nous embêter, il n'y a pas de problème. Et le but n'est jamais pour nous, je pense, Benjamin, tu seras d'accord, n'est jamais une fois de plus, de donner des leçons de morale, de bonne tenue. Et moi, je comprends tout à fait, une fois de plus, j'espère avoir un peu aussi fait ressortir ça au cours de la discussion, mais bien sûr que c'est une histoire de résistance. Ça, c'est absolument indéniable. Les cathares, ou ceux qui étaient désignés comme tels, sont des gens qui ont résisté de manière farouche au prix de leur vie, aux croisés, au pouvoir monarchique et au pouvoir ecclésiastique. Donc, et ça c'est la réalité historique aussi. Hein, donc... Bon, et puis, mais ça, je vous apprends rien là aussi, j'en parle un tout petit peu au début du livre. L'histoire de France, c'est quand même l'histoire sur le temps très très long de la manière dont l'État, qu'on appellera plus tard jacobin, au moment de la Révolution, la manière dont l'État s'est imposé à l'échelle d'un territoire qui était très complexe, très divers. Et c'est ça l'histoire de France. Donc évidemment que les identités régionales, par définition, ont souffert ou peuvent encore parfois souffrir de cette imposition qui est passée par plein de choses, hein, l'imposition d'une langue unique, évidemment, entre autres. Hein, donc voilà, faire l'histoire des cathares, c'est évidemment faire aussi l'histoire de la manière dont cet État centralisateur, jacobin, qui constitue d'ailleurs l'une de nos spécificités, hein, vous regardez plein d'autres pays européens, sont des pays fédéralistes, ou des pays, fédéralistes, en Amérique du Nord aussi, c'est des pays fédéraux. Donc elle est très particulière et très singulière, cette histoire de la tension entre État jacobin et identité régionale. Peut-être une dernière intervention, une dernière question. Bonsoir. Que pensez-vous du dernier ouvrage d'Anne Brenon, où elle met en avant des textes originaux, à savoir 2 traités, 2 rituels et 3 textes d'enseignement et catéchèse en latin, en occitan, qui font honneur aux églises dissidentes, et en particulier du manuscrit qui a été retrouvé à Lyon, dans le fin fond du Palais des Arts de la Bibliothèque municipale de Lyon, et là où il est question d'un suivi de recueil du rite du consolament propre au cathare et diverses disciplines religieuses connues comme le rituel cathare par excellence.
Oui, alors je crois que de quel ouvrage, vous pouvez me dire de quel ouvrage vous parlez parce que qui doit faire 400 pages là. Je dois vous avouer que Voilà. Et elle a eu la patience d'en traduire des parties. Et là, on voit bien que le consolement, il était bien présent. Bien sûr, alors le consolement, on en a très peu parlé, c'est vrai que c'est une question compliquée, mais je crois que ce dont vous parlez, mais il faudra que j'aille voir le livre, ce dont vous parlez, c'est les rituels justement dont je parlais tout à l'heure, qui ont été conservés, qu'on peine à dater, mais qui sont forcément postérieurs à 1250. Donc qui ne peuvent attester des réalités que postérieures à 1250. Ça veut dire qu'avant 1250, on ne sait pas. Le consolement, c'est très compliqué, parce que... il n'est pas du tout impossible, effectivement, que les dissidents aient eu donc, ce sacrement unique et eu cette pratique-là. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui fait l'objet de construction et de définition abusive de la part des clercs catholiques dans leur traité anti-cathare. C'est-à-dire qu'ils disent aussi beaucoup de choses et beaucoup de bêtises sur le consolement, et ils prêtent aussi d'autres sacrements parodiques au cathare. Donc, si vous voulez, la réalité du consolement, elle se trouve un peu noyée dans un flot d'écrits anti-cathares où on dit que les cathares pratiquent aussi une fausse pénitence, une fausse eucharistie, ce que les clercs appellent la fraction du pain. Donc c'est très difficile, si vous voulez, de connaître la réalité exacte de cette pratique, c'est-à-dire de savoir où est-ce que le consolement était pratiqué et surtout quand. Est-ce que par exemple, avant 1209, avant la croisade albigeoise, ça Jean-Louis Biget, il a beaucoup écrit là-dessus, on connaît très très peu les pratiques et les modes de sociabilité des dissidents, et donc est-ce qu'avant la croisade albigeoise, ils pratiquent déjà le consolement? On ne sait pas. C'est difficile. Et une fois de plus, parce que les rituels dont vous parlez, dont Anne Brennon visiblement parle dans son dernier livre, sont postérieur à 1250. Et de façon, de manière générale, tout ce qu'on sait pour avant la croisade, on le sait grâce aux sources de l'Inquisition. On le sait grâce aux témoignages qui ont été faits devant l'Inquisition dans les années 1230-1240. Donc c'est une vision qui est rétrospective. C'est une imposition des mains, c'est un baptême spirituel, et qui d'ailleurs, en fait, est plutôt accordé, donné à la fin de la vie. Parce que c'est aussi... En fait, il fait office à la fois de baptême et de pénitence. Monsieur, les sources de l'Inquisition disent ça, c'est ça. C'est très souvent, il était donné un peu comme une extrême onction, c'est-à-dire c'est un rachat des péchés à la fin de la vie. Alors, pas systématiquement, pas tout le temps, mais donc c'est un sacrement total, si vous voulez, qui fait office de baptême, de pénitence et aussi, dans beaucoup de cas, d'extrême onction, d'après ce que les registres d'Inquisition nous disent. Donc voilà, il ne s'agit pas de nier la réalité du consolement. C'est juste de dire la dater et savoir par qui c'était pratiqué, où, à quel moment, ça c'est compliqué. Merci beaucoup, la discussion pourrait durer encore des heures, mais on va s'arrêter là. Merci. Les cathares ennemis de l'intérieur d'Arnaud Fossier est paru à la Fabrique Édition. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 24 septembre 2025. Enregistrement, réalisation et mise en onde Radio avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.